Donc c'est Madame Frédérique Pénilla, présidente de l'ALCUF, Association des directeurs de centres universitaires d'études françaises pour étrangers, réseau campus FLE, qui va prendre la suite et terminer cette table ronde avec justement cette problématique du français langue étrangère qui vient d'être évoquée par la collègue précédente. L'ALCUF est une association que nous connaissons bien, nous, ici à l'APLV, que je représente aussi ici comme l'OEP, l'APLV, Association des professeurs de langue vivante, et qui accueille régulièrement donc pour ces réunions l'ALCUF à Paris. L'ADQF, oui, tout à fait. Bonsoir, et l'intérêt de passer en dernier, c'est que j'ai pu au fur et à mesure raccourcir mon intervention, et du coup j'espère qu'elle sera assez rapide. En tout cas, elle se décomposera en 4 constats et 4 questionnements, donc j'essaierai d'aller directement à l'essentiel. Juste pour vous présenter l'ADQF et son réseau Campus FLE, l'ADQF c'est une association de directeurs qui depuis 40 ans agit en concertation sur un certain nombre de sujets qui ont lien avec l'enseignement du français au sein de l'enseignement supérieur, en particulier au sein des universités. C'est un groupement d'une 40aine de centres qui ont des tailles très très diverses et à vrai dire des tailles qui ne sont pas toujours en rapport avec la taille même de l'université. Donc c'est dire qu'en fait c'est pas toujours une décision raisonnée des tutelles, mais finalement une émanation aussi du dynamisme, de l'engagement des enseignants qui y ont contribué. Je prends comme exemple le centre que je dirige, le CLA, le Centre de linguistique appliquée de Besançon, qui est un centre, enfin je crois, en taille le plus important en France, puisque 100 personnes y travaillent à temps plein, alors que l'Université de Franche-Comté est une université plutôt de taille moyenne, autour de 20 à 24 000 étudiants. Alors donc à ce titre, nos centres FLE ont été des acteurs des politiques linguistiques, ou quand elles existaient, ou de l'absence de politiques linguistiques parfois. En tout cas, des politiques linguistiques qui ont eu du mal à s'exprimer, qui ont été parfois assez peu claires, en tout cas peu explicites, avec un modèle économique qui a été, disons, recherché à tâtons et qui d'ailleurs tarde à se faire jour. Et l'autonomie des universités fait que chaque centre tend à développer son propre modèle en fonction des injonctions qui changent aussi en fonction des présidences des universités. Et j'ai souscrit tout à fait à ce que disait le collègue de Perpignan tout à l'heure. Donc nous accueillons dans nos centres 40 000 étudiants, soit environ 1/5 de la mobilité entrante. J'ai vu la publication hier des chiffres clés 2018 du ministère de l'Enseignement supérieur. 181 000 étudiants étrangers en France en 2018. Donc 1/5, c'est beaucoup, 40 000 étudiants, mais c'est beaucoup et c'est peu en même temps. Moi, je m'interroge personnellement sur ce chiffre quand on voit que la moitié de ces 180 000 étudiants provient d'Afrique. Et donc souvent quand même d'Afrique francophone en raison des liens historiques, linguistiques, culturels qui nous unissent ou qui parfois nous déchirent. Et en fait, on pense souvent à tort que ces étudiants africains, francophones ou maghrébins, sont tout à fait à même de suivre nos cours dans nos universités et donc n'ont pas besoin de bénéficier d'une préparation linguistique, d'un accompagnement, etc. Et or, finalement, on sait très bien qu'à la fois leur méthodologie, leur discours, leur représentation, tout cela diffère assez singulièrement et qu'ils bénéficieraient très certainement de cette formation s'ils le pouvaient. C'est rarement le cas. On n'en voit pas beaucoup dans nos centres et on estime que ceux qui en ont besoin, c'est ceux qui viennent de cultures très éloignées, de langues très éloignées, les asiatiques évidemment en premier lieu. Je me pose toutefois la question quand même de l'impact. Tout à l'heure, on parlait du coût du délaissement linguistique dans la recherche et dans la science de manière générale. Et j'ai dû me frotter les yeux et regarder à 2 fois les résultats, enfin les chiffres publiés hier du MESRI. Alors j'avoue que je ne les connaissais pas précédemment, donc peut-être que vous êtes parfaitement habitués à ce genre de chiffres, mais moi je ne m'y étais jamais vraiment intéressée. Sur le chiffre de réussite en licence, 40% seulement de nos étudiants réussissent au bout de 3 ou 4 ans de licence. Ça veut dire qu'il y en a 60% qu'on a perdu, pour qui on a fait un enseignement presque, en tout cas avec un sentiment certainement d'échec qu'ils doivent partager, et en tout cas une dépense publique, de la puissance publique, qui est quand même avec un retour sur investissement qui peut être questionné. Or, quand on sait qu'on a 11% à peu près, mais dans certaines universités davantage, d'étudiants étrangers,
dans nos licences et dans nos masters, le taux est à 60%, pour ceux qui se poseraient la question. Je me dis que ce coût en termes de réussite de cette impréparation linguistique et culturelle n'est peut-être pas, est peut-être significatif. Voilà. Alors, donc, je vous parlais de 4 constats et je les partage avec vous. Mais avant ce préambule, c'est que qu'est-ce que ne sont pas nos centres? Ils ne sont pas justement des portes d'entrée ouvertes à tous les étudiants étrangers. Nous n'accueillons pas tous les étudiants étrangers et c'est peut-être un regret et donc un sujet sur lequel on pourrait travailler. Donc le premier constat que je fais, c'est quoi un centre FLE? D'abord, c'est un facilitateur vers l'enseignement supérieur, c'est-à-dire que au sein du centre, nous avons à la fois l'expertise, à la fois la recherche qui s'y déploie, des terrains d'observation, des terrains d'expérimentation, un questionnement, des renouvellements, un accompagnement, bref, une dynamique, une effusion qui fait que ce dispositif est vraiment le plus adapté finalement pour offrir les meilleures garanties de maîtrise de la langue française à des étudiants qui arrivent et qui ont besoin de cette préparation, davantage que ne le font ou ne le feraient des enseignants isolés dans les UFR, comme il en existe parfois, parce qu'il n'y a pas de centre FLE partout, ou même toutes les composantes ne font pas nécessairement appel à leur centre FLE. Donc voilà, il y a au moins, je pense, le premier bénéfice de ce centre, c'est ça, c'est d'être ce facilitateur vers l'enseignement supérieur. Et c'est ça quand même sa vocation principale. Mais c'est aussi, constat numéro 2, vous voyez qu'on va vite, le centre FLE est aussi un facteur d'ancrage international. Parce que le centre FLE est un centre expert et nous formons dans nos centres aussi des enseignants du monde entier, des enseignants de français du monde entier. Or, vous le savez ou pas, mais après l'anglais, la langue française est la deuxième langue apprise dans le monde. Et de cela, nous devrions être particulièrement vigilants, parce que c'est une position qui est particulièrement, j'allais dire challengée, mais convoitée en tout cas. Et c'est un vrai trésor pour nous à préserver, parce que demain, en tout cas peut-être pas notre génération ou nos générations ici présentes, mais les générations à venir, en tout cas de ce siècle, maîtriseront un anglais de lingua franca, comme disaient nos collègues précédemment. Et ce n'est plus ça qui fera vraiment la différence, et ce sera en effet, c'est tout bénéfice d'avoir une langue avec laquelle on peut à peu près se débrouiller partout. Il n'y a pas de raison de s'opposer à cela, c'est plutôt positif. Mais évidemment, ce qui est à craindre, c'est une mauvaise communication, une hégémonie, et donc on doit se garder de cela en préservant l'enseignement de toutes les autres langues et en ayant à l'esprit que la langue française est enseignée partout dans le monde et qu'elle donc constitue pour les universités des points d'ancrage, parce que quand nous formons des enseignants de français dans les départements des universités ou avec des centres de formation ou des ministères étrangers de l'éducation, eh bien nous nouons des liens qui sont extrêmement durables et pérennes avec ces organismes ou ces institutions internationales. Donc c'est vraiment un facteur d'ancrage international. Troisième constat, c'est aussi un vecteur d'influence, et ça rejoint un petit peu le point précédent, mais ça s'en distingue quand même, parce que ici il ne s'agit pas nécessairement de travailler en coopération avec des institutions étrangères, mais simplement d'accueillir des stagiaires dans nos centres qui parfois n'ont aucune vocation à rester en France, ni même nécessairement à travailler autour de la langue française ou avec la langue française, mais que nous avons accueillis parce qu'il y avait ce besoin, cette envie, parfois à l'occasion d'une année, vous savez, les étudiants qui font une année à l'étranger ou une année un peu de réflexion avant de s'engager dans les études supérieures, sont venus passer un stage d'1 mois, 15 jours, voilà, 1 an peut-être, parfois un semestre, dans nos centres pour découvrir la langue française. Ils l'ont fait parfois autour de thèmes, parce qu'on a aussi des stages thématisés, on a considérablement diversifié notre offre, qui n'est pas qu'une offre académique, loin s'en faut. Et finalement, à cette occasion-là, nouent des liens extrêmement durables et de l'ordre de l'affectif pratiquement, avec non seulement évidemment la langue française et la culture française, mais aussi un territoire, mais aussi une université. Je vous donne un exemple. Nous avons reçu, nous, au mois de juin, une promotion d'étudiants qui était venu au CLA à Besançon il y a 50 ans, donc en 68, et qui était une promotion d'une trentaine d'étudiants de Knox College aux États-Unis et qui sont revenus en pèlerinage 50 ans plus tard, donc, et qui ont donc gardé ces liens, cet affect, qui ont nourri, si vous voulez, cette francophonie et cette francophilie entre eux. Donc c'est un vecteur d'influence, de soft power, qui est très important pour les territoires, et les universités sont des acteurs de territoire de premier plan. Quatrième constat,
constat, c'est aussi un facteur d'intégration. On l'a vu ces dernières années, l'afflux de réfugiés, de migrants fait qu'aujourd'hui nous sommes extrêmement sollicités. Et d'ailleurs la DQF est impliquée dans le réseau MENS sur l'accueil de ce dispositif de ces personnes réfugiées. Nous le faisons aux côtés de l'AUF notamment en préservant des moyens et en attribuant des dotations aux établissements qui font un effort de mettre en place ce dispositif. Donc nous avons un rôle, je crois, assez essentiel à jouer dans ce domaine. Alors, partant de ces 4 constats, je vais quand même 4 questions, pas forcément liées d'ailleurs au constat, mais quand même qui doivent nous interpeller collectivement. La première, c'est que dans ces centres universitaires de français et langue étrangère, nous délivrons des DU. La DQF a travaillé de longues années entre elles pour pouvoir harmoniser les DU, les étalonner, pour définir un référentiel commun et donc travailler très, très assidûment à la qualité de ces DU qui sont délivrés après plus de 200 heures de face-à-face pédagogique. Aujourd'hui, ces DU sont reconnus par le ministère de l'Intérieur pour l'accession à la carte de séjour et à la nationalité. Toutefois, ils ne sont pas reconnus par l'université elle-même. C'est-à-dire que l'université, c'est un exemple, si vous voulez, de à quel point l'université n'a pas au cœur de sa réflexion les questions linguistiques. Comment l'université peut-elle délivrer des diplômes qu'elle ne reconnaît pas pour l'accès aux études supérieures, hein. C'est-à-dire qu'après avoir fait un DUEF, on va demander gentiment à nos étudiants d'aller passer un DELF-DALF parce que ça ne suffit pas. Bon, donc ça c'est un premier questionnement. Je pense que là, il y a quand même matière à réflexion. Le deuxième questionnement, c'est sur la démarche qualité. On a certains de nos centres, les 2 tiers à vrai dire, se sont engagés dans un label qui s'appelle le label qualité FLE, qui est opéré par un opérateur du ministère de l'Éducation nationale. Or, ce label laisse de côté 2 aspects absolument essentiels de nos universités, parce que ce label a été créé pour des centres privés, essentiellement pour faire le tri. Il laisse de côté à la fois la recherche, c'est-à-dire toute la recherche qui est déployée dans nos centres, et nous avons quand même des enseignants-chercheurs dans nos centres, plus d'une trentaine, je crois 33 de mémoire. Et également tout ce qui est de l'expertise, c'est-à-dire l'expertise en formation de formateurs notamment, que nous sommes capables d'apporter. Donc, je formule le vœu, en tout cas je lance dans ce débat, l'idée d'un label de qualité, d'une démarche qualité qui prenne en compte tous ces éléments, peut-être un label à définir au niveau national, voire européen, qui puisse prendre en compte toutes ces dimensions et qui puisse créer de l'émulation, parce que je crois qu'in fine, nous avons besoin d'indicateurs et nous avons besoin d'émulation entre nous. Troisième questionnement, celui de l'intérêt pour l'expertise internationale, justement, et la formation de formateurs. Je parlais de l'Afrique tout à l'heure. On a des projections pour 2070 qui sont assez extravagantes du nombre de francophones dans le monde. On va en gros de 470 à pratiquement 800 millions de francophones. Ça veut dire que ces francophones, ils sont quand même situés essentiellement en Afrique. Nous avons, je le rappelais tout à l'heure, des liens très étroits avec ce continent. Que faisons-nous? Allons-nous répondre présent? De quelle manière sommes-nous organisés? Ou nous organisons-nous pour cela? Parce que ce siècle va être celui d'un développement assez considérable en Afrique. Y sommes-nous prêts et comment nous organisons-nous? Quatrième questionnement, et ce sera le dernier. Je note les rares rapprochements entre les centres FLE des universités et les centres Lansade. Quelques-uns existent, mais peut-être serait-il pertinent, sous condition, parce que nos problématiques sont proches, très proches, mais quand même se diffèrent en un certain nombre de points, mais peut-être serait-il intéressant de pouvoir rapprocher ces deux services communs, la plupart du temps ce sont des services communs, pour une vision un peu plus macro sur les problématiques linguistiques et aussi pour donner davantage de poids à nos observations. Pourquoi d'ailleurs donner davantage de poids? Parce que le terrain universitaire, en fait, d'une part, s'accommode très mal de la diversité. Je vous donne le portrait robot défini par le magazine L'Étudiant en 2016 du président d'université. C'est un homme, il a plus de 55 ans, il est issu des sciences dures et il a effectué toute sa carrière dans son université. Voilà, ça c'est le portrait robot. Nous sommes des départements extrêmement féminins, avec un ratio de chercheurs inférieur, beaucoup d'enseignants du second degré.
Donc évidemment, dans le rapport de force, ça joue et dans l'appréhension. Et par ailleurs, nous avons aussi un terrain linguistique qui est activement convoité par d'autres opérateurs, j'en parlais tout à l'heure, et public et privé. Et donc il y a le risque de s'en dessaisir d'autant plus facilement parce qu'il est occupé par ailleurs et le terrain est occupé. Donc je termine en disant que l'ambition d'une véritable et cohérente et soutenable politique linguistique à l'université, d'une part, passe par la défense des prérogatives que sont celles de l'enseignement supérieur pour l'expertise, la recherche et la formation des étudiants, la préparation aux études supérieures, et deuxièmement par la sécurisation des moyens, et donc la définition d'un modèle économique qui soit soutenable et socialement acceptable. C'est là aussi un point important parce que nous avons une culture de la gratuité, ou en tout cas de l'accès à un prix tout à fait défiant toute concurrence aux études supérieures. Et là aussi, il y a matière à réfléchir pour faire des propositions qui soient socialement acceptables. Je vous remercie. Merci beaucoup.